Bergerie. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France. La victoire de Pierre Gasly, il l'a fait. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, et bienvenue dans ce 9e épisode de JT Sport, le podcast sport des étudiants de l'école de journalisme de Toulouse, et d'ores et déjà votre podcast sport préféré. Je suis Naïs Frulio et je serai votre présentatrice sur ce dernier épisode de l'année 2024. Je ne serai évidemment pas seule, je suis entourée d'une équipe de choc pour bien clôturer cette année. Nous nous envolerons d'abord à Vienne, en Autriche, avec Jean Côme qui nous contera l'épopée de nos Bleus lors de l'Euro d'handball féminin qui s'est terminé hier pour nos Françaises. Nous ferons ensuite le tour de l'actualité internationale à vitesse grand V avec l'homme dont l'accent fait tourner les têtes des Parisiennes, j'ai nommé Nico. Enfin, Corentin nous offrira la dernière carte blanche de l'année en nous parlant de l'organisation de la Coupe du Monde 2030-2034. Mais tout d'abord, nous retrouvons Pierre, supporter original du TFC, pour nous parler des résultats de nos équipes toulousaines. C'est l'actu Régio. Salut Pierre. Salut Naïs. Le week-end sportif a été plutôt réussi pour les équipes toulousaines. Tout à fait, puisque le TFC, le Stade Toulousain et le Phoenix sont tous les trois repartis de leur match avec un résultat positif. Ça a commencé vendredi soir au Stadium où le TFC affrontait l'AS Saint-Etienne. Malgré un match dans l'ensemble assez pauvre et malgré l'ouverture du score concédée en début de deuxième mi-temps, les Violets ont su se remobiliser pour aller chercher la victoire. C'est Xavi Babika qui les a remis dans le bon sens en égalisant quelques minutes après le but stéphanois, avant que Zakaria Bouklal ne délivre le Stadium en inscrivant en fin de match son 5e but de la saison. Victoire 2-1 pour le TFC qui termine l'année 2024 sur une note positive et à la 9e place du classement de Ligue 1 à 3 petits points des places européennes. On a aussi eu le droit à un derby occitan ce week-end au handball. Tout à fait, c'est le Phoenix qui est allé défendre les couleurs de Toulouse à Montpellier dans le derby de l'Occitanie ce samedi. En difficulté ces dernières semaines, les handballeurs toulousains ont connu une entame de match plutôt compliquée avec un 6-1 encaissé d'entrée de jeu. Ils ont donc dû courir après le score pendant tout le match, mais leurs efforts n'ont pas été vains puisqu'ils repartent de Montpellier avec le point du match nul 28 partout. Le Phoenix pointe désormais à la 5e place du championnat de France. La plus grosse performance du week-end, c'est quand même celle du Stade Toulousain. Oui, pour son deuxième match de la saison en Champions Cup, le tenant du titre a livré une démonstration de rugby sur la pelouse d'Exeter ce dimanche. La barre des 60 points passés, 10 essais inscrits dont 2 par le centre Pierre-Louis Barassi élu homme du match. Les Toulousains n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires pour qui tout est allé beaucoup trop vite. Score final 21-64, les hommes du Gomola repartent d'Angleterre avec les 5 points de la victoire bonifiée. Une belle opération qui leur permet de reprendre la tête de la poule juste devant l'UBB. Un mot sur l'Union Saint-Jean pour terminer ? Oui, à quelques jours des 32e de finale de la Coupe de France entre l'Union Saint-Jean et l'AS Monaco, on voulait vous donner quelques nouvelles du petit poussé de la compétition. Et pour leur dernière rencontre avant le match de leur vie, les joueurs de l'USJ se sont malheureusement inclinés 3-1 face à la réserve de Rodez ce samedi en championnat. Pas la meilleure manière d'aborder cet immense défi, mais qu'importe. L'Union Saint-Jean n'aura rien à perdre et va jouer crânement sa chance pour tenter de réaliser l'exploit face à Monaco ce dimanche 22 décembre à 14h45 au Stadium de Toulouse. Plus de 12 000 places ont déjà été vendues, mais la billetterie est encore ouverte, alors n'hésitez pas si vous voulez venir encourager le petit poussé de la Coupe de France. Merci Pierre. Nous quittons à présent notre région occitane pour retrouver Jean Côme qui nous emmène à Vienne pour nous parler de l'Euro de handball féminin. C'est l'actu Natio. Salut Jean Côme. Tu vas le faire. Tu vas le faire. Alors Jean Côme, l'Euro de handball féminin s'est conclu hier et tu nous racontes le parcours de notre équipe nationale préférée. Et oui Naïs, Amélie nous en avait parlé il y a 2 semaines. L'Euro de hand a commencé le 28 novembre dernier pour se terminer hier, le dimanche 15 décembre. Les matchs se déroulaient dans 3 pays différents, en Autriche, en Hongrie et en Suisse. La France, après s'être qualifiée sans difficulté le 3 mars dernier face à la Slovénie 41-22, accède ainsi à la poule C du groupe préliminaire. Et on commence donc par une phase préliminaire solide des Bleus. Et solide, c'est le mot juste. Dans la halle Saint-Jacques à Bâle, en Suisse, l'équipe féminine a sorti le grand jeu avec 3 victoires en 3 matchs, une différence de but positive et le maximum de points possible à emporter au tour principal des qualifications. Au premier match face à la Pologne, la France règne dès la première mi-temps 18-10 avant d'enfoncer le clou en seconde période, remportant la rencontre 35-22. Au deuxième match, même salle, mais pas la même ambiance. Les Bleus se sont fait une frayeur face à une Espagne en quête de qualification, et les filles de Sébastien Gardillou ne réussissent pas à convaincre en première période avant de renverser la vapeur et de vaincre avec difficulté 24-22.
Mention spéciale aux gardiennes Atadou Sakho et Laura Glauser, décisives pour la victoire. Et enfin, l'équipe du Portugal n'a pas offert autant de résistance lors du dernier match contre les Bleus. Pour leur deuxième qualification en compétition européenne, les Portugaises ont concédé une défaite éliminatoire 16-28 face à des Françaises intraitables, notamment Sarah Bouktit et Alicia Toublanc, meilleures buteuses avec 5 buts chacune. Estelle Nzemiko et ses équipières ont-elles maintenu cette allure au tour principal ? La capitaine française a mené sa barque à bon port pour une qualification remportée haut la main. Une fois arrivée au tour principal, direction le stade de Debrecen en Hongrie, où les Bleus ont continué d'enchaîner victoire après victoire. 30-25 contre la Roumanie, 31-23 contre le Monténégro, 31-27 contre la Suède et enfin 30-27 contre la Hongrie. 5 matchs, 5 victoires, les 10 points maximum et une qualification bien méritée. Pas plus, pas moins, de quoi bien se mettre en confiance avant la phase finale de l'Euro. Et alors, l'équipe de France a réussi à aller jusqu'au bout du tournoi ? Et malheureusement, ce fut plutôt la soupe à la grimace dès la demi-finale. Contre le Danemark, les Bleus menés par leur capitaine sont rentrés au vestiaire après une première mi-temps maussade, menée 11-13. Face à une véritable muraille danoise aux cages en la personne d'Anna Christensen et un manque de finition dans les derniers instants du match, les Bleus s'inclinent fatalement, battus 22-24. Encore pire, la France voit tout espoir de médaille disparaître en s'inclinant d'un petit point face à la Hongrie lors de la petite finale 24-25. Les Hongroises venaient prendre leur revanche après leur défaite au tour principal avec la rage de vaincre. Pour les équipières d'Estelle Nzemiko, 5 minutes passées sans marquer en première période ont notamment fait la différence dans ce match où rien n'était joué jusqu'à la dernière minute. Malheureusement, au dernier moment, l'ailière droite hongroise Victoria Győri-Gyökeres a fini d'achever la France quelques secondes avant le coup de sifflet final. Voilà pour les résultats du tournoi, mais pour autant, cette 4e place n'est pas symptomatique d'un changement de gestion. En effet, sous la supervision d'Olivier Crumbles, les Françaises s'étaient également contentées de la 4e place lors du dernier Euro en 2022. Et la suite, on la connaît. Les Bleus deviennent championnes du monde en 2023 et vice-championnes olympiques à la maison au JO de Paris 2024. Alors, il ne faut pas s'inquiéter pour les rendez-vous à venir, Sébastien Gardillou a bien les choses en main. L'Euro de hand 2024, c'est tout de même 7 victoires en 9 matchs pour les Françaises. Il faudrait être plus décisif désormais, mais l'équipe de France féminine est loin de perdre cette assiduité qui garantit une défense solide doublée d'une attaque implacable. Merci Jean-Côme, le temps file et c'est déjà l'heure de faire le tour du monde en bref. Salut Nico. Salut Naïs. Ce n'est une surprise pour personne, mais Philippe Diallo sera à la tête de la Fédération française de football pour 4 ans supplémentaires. Élu à l'issue de l'Assemblée fédérale organisée ce samedi 14 décembre à Paris, le président sortant faisait face au méconnu Pierre Samsonov. Favori à sa propre succession, Philippe Diallo a obtenu la faveur des clubs amateurs et professionnels, des districts ainsi que des ligues avec 20 422 voix, soit 55,34% des suffrages. Direction Stockholm désormais, où le feuilleton Mbappé a pris fin samedi. Suspecté de viol lors d'une virée en Suède il y a 2 mois, le champion du monde 2018 ne sera finalement pas sanctionné puisque la justice suédoise a décidé de clore l'enquête en raison de preuves insuffisantes. Les ex-rugbymen de Grenoble n'ont quant à eux pas connu le même sort que la star du foot français. Accusés de viol en réunion sur une fille de 20 ans dans la nuit du 11 au 12 mars 2017, les anciens joueurs du FCG ont été lourdement condamnés par la cour d'assises de la Gironde. L'Irlandais Dennis Coulson et Loïc James sont les plus lourdement sanctionnés avec 14 ans de prison chacun, alors que Rory Grice en a écopé de 12. Chris Farrell a été de son côté sanctionné de 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. Et enfin, Dylan Hayes s'en tire, lui, avec 2 ans de prison avec sursis. Tous 2 pour non-assistance à personne en danger. Côté handball, l'Euro féminin a livré son verdict final. Opposées aux Danoises tombeuses des Bleus en demi, les Norvégiennes ont survolé la finale pour s'offrir un 10e sacre dans la compétition. Malmenées en première période, les championnes olympiques en titre ont su appuyer sur l'accélérateur lors de la dernière demi-heure pour finalement s'imposer 23-31. Les Français de biathlon ont été plus en réussite de leur côté. Au coude à coude avec la Norvège lors du relais homme ce dimanche à Hochfilzen en Autriche, les biathlètes français ont réussi la prouesse de prendre le dessus sur les coéquipiers de la légende Johannes Bö pour la 2e fois consécutive.
La Suède, quant à elle, complète le podium à la 3e place. Merci Nico, on passe déjà à notre dernière rubrique du podcast, la carte blanche. Et c'est Corentin qui s'y colle en nous emmenant aux 4 coins du monde pour démêler l'organisation des Coupes du Monde de 2030 et 2034. Salut Corentin. Salut Naïs. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Oh, allez nous casser. Il y a un peu plus d'un an, il était annoncé que la Coupe du Monde de football 2030 aurait sûrement lieu sur 3 continents différents et ainsi dans pas moins de 6 pays. Quelque temps plus tard, il a été annoncé que l'Arabie Saoudite se portait candidate pour accueillir l'événement en 2034 et qu'en plus, elle était favorite. Le 11 décembre, tout cela est devenu officiel. Alors on va essayer d'utiliser des arguments rationnels pour expliquer ce choix, mais franchement c'est difficile vu la direction que prend le football ces derniers temps. Bon, déjà, organiser la Coupe du Monde dans plusieurs pays, à quel moment est-ce que c'est devenu une tendance ? En 2026, on aura droit à un mondial dans 3 pays, le Canada, le Mexique et les États-Unis. Et quand on sait qu'au départ, la Coupe du Monde est censée célébrer la culture d'un pays, sa singularité, comme ça a été le cas en Afrique du Sud en 2010 ou au Brésil en 2014, éclater l'événement semble être un choix curieux. Puis c'est pas comme si les États-Unis, contrairement au Qatar par exemple, manquaient de place sur leur territoire. Alors, organiser dans plusieurs pays pour permettre à plus de pays d'accueillir cet événement si unique, ça peut s'entendre, mais quand ça pose des problèmes logistiques au départ, là on crée de la logistique en plus, de la fatigue pour des joueurs épuisés au bord du burn-out, qui risquent de jouer sur 6 fuseaux horaires différents en l'espace d'un mois pour ceux qui iront plus loin. Donc ça s'applique au Mondial 2026, mais aussi au Mondial 2030. Pour rappel, 3 matchs auront lieu en Argentine, en Uruguay et au Paraguay, et le reste de la compétition se déroulera en Espagne, au Portugal et au Maroc. Alors ces fameux 3 matchs sur le continent sud-américain, c'est pour célébrer le centenaire de la Coupe du Monde, et avant toute chose, il va falloir demander à la FIFA d'arrêter de se donner des faux airs romantiques, parce que la FIFA, censée être une organisation à but non lucratif, rappelons-le, c'est 7,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires entre 2019 et 2022. Parce que la FIFA, c'est l'organisation du mondial en Russie, un régime totalitaire. C'est l'organisation d'un mondial au Qatar, un pays qui bafoue les droits de l'homme, et même un mondial au Brésil, qui a été réussi à entraîner la mort d'ouvriers et une négligence de la part des autorités concernant les politiques sociales au profit de la construction des infrastructures. Parce que la FIFA va organiser un mondial sur 3 continents, soit une catastrophe écologique, une compétition contre nature et une énorme machine à cash. Pour accueillir un match du mondial 2030, la capacité d'accueil minimum d'un stade devrait être de 40 000 places, je vous laisse imaginer les retombées financières derrière ça. Enfin, parce qu'une Coupe du Monde va se dérouler en Arabie Saoudite en 2034, un pays où la liberté d'expression est plus que limitée, où les conditions de travail des constructeurs des stades seront difficiles, voire mortelles, comme l'a prévenu Amnesty International, où le pays a battu son record de condamnés à mort cette année, 303 selon l'AFP, et un pays qui tue des journalistes s'il s'oppose au régime, comme ce fut le cas de Jamal Khashoggi en 2018, tué sur ordre du prince saoudien Mohammed Ben Salman. Alors que l'ensemble des fédérations affiliées à la FIFA ont voté pour choisir les organisateurs des mondiaux 2030 et 2034, une première dans l'histoire, l'ensemble des acteurs du football suivent la direction catastrophique et immonde que Gianni Infantino fait prendre au monde du ballon rond. Tout le monde voit le désastre arriver, tout le monde sait que le drame est là, et tout le monde se jette dedans, la tête la première. Merci Corentin d'essayer de remettre de l'ordre dans tout ce bazar. La prochaine fois, on t'engage pour le billet d'humeur. Et c'est déjà l'heure du quiz, le temps passe vite quand on s'amuse. Pour ce dernier épisode de l'année, on vous a concocté un quiz aux petits oignons. On se fait une petite rétrospective de l'actualité sportive 2024, avec 2 fois plus de questions pour 2 fois plus de fun. On part sur les mêmes règles que la semaine dernière, duo, carré ou cash. Duo, c'est 2 propositions pour 1 point, carré, 4 propositions pour 3 points, et cash, aucune proposition pour 5 points. N'hésitez pas à jouer chez vous, chers auditeurs, et à nous dire si vous avez été meilleur que vos chroniqueurs préférés. À ma droite, Nico et Corentin, et à ma gauche, Pierre et Romain. J'espère que vous êtes prêts et que vous n'avez pas raté une miette de l'actualité sportive 2024, parce que c'est parti. Corazón te gusta? How's the feeling of the game, of the match? ¿Qué te pensa? Voilà, en tous les cas, on te le souhaite, Diego. Et on commence avec la première question. Qui a gagné le rallye du Dakar 2024 en voiture en janvier dernier? Cash, Sainz. Oui. Bravo. Waouh. Alors celle-là, je m'attendais pas à ce que vous l'ayez. Franchement, J'ai bien choisi mon équipe. bravo. On continue avec du sport automobile. Quel pilote mythique de Formule 1 a changé d'écurie en février dernier après 10 ans dans la même écurie? Cash, Lewis Hamilton. Félicitations, évidemment, c'est Lewis Hamilton. Combien de médailles la France a-t-elle remporté au JO de Paris 2024? Duo. Médaille près. Duo. Duo? Est-ce que c'est 76 ou 64? 64. C'est 64, c'est une bonne réponse. Il s'agirait de se réveiller à ma droite. Quelle légende du tennis a pris sa retraite cette année? Cash, Rafael Nadal. Oui, voilà, ça c'était cash pistache. Voilà, elle était pour vous, elle était facile. On continue avec un qui a dit. Donc, quel entraîneur de rugby en top 14 a dit « Quand tu gagnes à l'extérieur et que tu n'arrives pas à confirmer chez toi, c'est comme danser un slow avec ta sœur, ça sert à rien en fait. » Cash, Christophe Furios. Oui.
Contre quelle équipe la France s'est-elle faite éliminer lors de l'Euro de football 2024 Cash, Espagne. Oh putain, je pensais qu'elle allait parler de rapides. viande, moi. Je pensais qu'elle parlait. Oh, putain. Ils ont été rapides, c'est très très rapide à ma droite. Ça va vite, hein. Et on passe déjà à la dernière question de ce quiz. L'équipe de France de handball a remporté l'Euro 2024. Mais combien de fois ont-ils remporté cette compétition ? Bah, du coup, c'est pas la France. On parle des mecs. Cash 8. Non. C'est pas 8. Non. Putain, c'est 7. Cash 7. Non. C'est- Cash 6. Non, Cash 5. Ah non, c'est la coupe Cash du monde, 9. ça. ça marche plus là. le Cash 2. Ça marche plus le cash là. On s'envoie en duo là ou quoi? Qu'est-ce que vous Je m'en fous. Est-ce que c'est 3 Cash 3. 4 fois 4. C'est 4 fois. Oh. Félicitations. L'équipe gagnante est l'équipe de Nico et Corentin. Bravo à eux. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur Insta, Twitter et maintenant YouTube @EJTsport. Des petites surprises de fin d'année vous attendent sur notre compte Insta. Merci à Pierre, Jean-Com, Nico et Corentin au micro et à Daniel et Romain à la régie ainsi qu'à Amélie au montage. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes et à vous dire à l'année prochaine. D'ici là, portez-vous bien et vivez sport.